Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités de Génération Do It Yourself passés et à venir afin de comprendre comment ils gèrent la crise de chez eux et d'augmenter ainsi notre moyenne en temps de crise. Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un épisode exceptionnel pour ces circonstances Covid-19 exceptionnelles. J'ai eu la chance d'avoir un accès bêta, d'être parmi les tout premiers Français à avoir un accès bêta à LinkedIn Live. Et donc j'ai proposé à Olivier Goy, qui était mon invité de l'épisode 62, quelqu'un que j'admire et que j'aime énormément, de faire ce tout premier format LinkedIn Live. Donc si vous voulez nous rejoindre sur LinkedIn pour ce type d'événement, il suffit de suivre mon compte, c'est linkedin.com/in/Stéphanie comme mon nom de famille, Stefani. Et puis vous serez normalement notifié ou potentiellement invité. Et puis sur la newsletter, gdy.fr/mail, vous recevrez le dimanche une invitation si jamais vous voulez nous rejoindre sur LinkedIn. Voilà. Donc ça commence un peu de manière différente des épisodes précédents. Si vous voulez en savoir plus sur Olivier Goy, écoutez l'épisode 62. Je vous souhaite une bonne écoute pour cet épisode double LinkedIn Live et podcast. À très bientôt sur Génération Do It Yourself. Je suis ravi de te retrouver ici une nouvelle fois. Ravi également, ravi dans des circonstances bien particulières, mais ravi d'être là. En effet, j'avoue que je trouve ça plus sympa généralement quand on se voit en face à face, mais c'est toujours assez aussi marrant de pouvoir tester de nouvelles choses et de voir qu'on arrive à faire des choses comme ça à distance. Donc voilà. On va parler plein de choses aujourd'hui, mais je voudrais avant ça, je voudrais te remercier juste d'être là parce que je trouve ça assez courageux, pour être honnête, de ta part. Je t'ai demandé la semaine dernière. En me disant, depuis qu'on s'est rencontrés sur le podcast, on a noué des liens, on s'entend bien, on se parle souvent, etc. Et je t'avoue que j'apprécie beaucoup ça. Mais c'est le cas avec pas mal de personnes. Et dans les dernières semaines, j'ai quand même pas mal de gens qui m'ont dit « Ouh là là, moi je veux pas parler », soit parce qu'ils ont peur de dire des conneries, parce que c'est des choses qui sont enregistrées, qui seront pour l'éternité, soit parce que c'est trop dur pour eux, soit parce qu'ils n'ont pas une vision de leur business claire, soit plein de raisons. Et toi, t'as pas hésité une seule seconde. Tu m'as dit, il faut que j'ai quel casque, quel micro. T'as commandé ça tout de suite, tout était prêt, etc. Et après, je me suis dit, attends, mais on va quand même aller sur des sujets sensibles. Son business, je peux pas juste être sympa, faire le clown et parler de tas de choses sans. Et c'est hyper sérieux, hyper dur. Et tu m'as dit, écoute, moi, je suis là pour parler de ce qui se passe en ce moment. Donc, toutes les questions sont bonnes et voilà, et on y va, quoi. Donc, déjà, je tiens à te remercier pour ça. Merci beaucoup. Je pense que Et non, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on est à fond pour l'exercice de transparence. C'est un peu, on en parlera tout à l'heure. Dans une situation de crise comme ça, on pense qu'il faut au contraire tout faire, se faire l'autruche et refuser de communiquer. Donc on le fait bien sûr comme ça avec toi aujourd'hui, mais on le fait surtout vis-à-vis de nos clients en premier lieu, puis avec les équipes. C'est la base. On va sûrement dire des bêtises. Je vais sûrement dire des bêtises en répondant à tes questions. Il n'y a aucune question interdite, je te l'ai dit, donc je répondrai à toutes avec plaisir. Je vais sûrement dire des bêtises, surtout qu'on réécoutera peut-être ça dans quelques semaines ou mois, mais il faut l'assumer. En tout cas, voilà, il faut néanmoins prendre position. Ne rien dire en tant que tel était une bien plus grosse bêtise que se tromper un petit peu sur quelques réponses, je pense. Pour recontextualiser, tu vas me dire si je dis des conneries ou pas, mais aujourd'hui, tu es le patron d'October. Si vous voulez savoir dans tous les détails comment tout ça a été fondé, je vous invite tous à écouter l'épisode qu'on a tourné sur Génération Do It Yourself il y a un peu plus d'un an. Et il n'a pas trop vieilli en plus. Il a pas trop vieilli et il marche toujours, il fait toujours beaucoup d'audience. On m'en dit toujours du bien aujourd'hui. Sur October, donc, pour bien contextualiser pourquoi ça peut être aussi chaud dans le business et dans l'actualité, on parle d'un modèle économique dans lequel, pour simplifier, des particuliers prêtent à des entreprises. Exact. Donc, évidemment, dans le contexte actuel, des particuliers qui prêtent à des entreprises, quand on vient 6-8 semaines en arrière, on se dit bon, c'est cool, il y a des beaux taux, etc., etc. Là, on se dit, est-ce qu'il va pas y avoir quand même pas mal d'entreprises qui vont un peu se casser la figure? Où est-ce que tout ça va aller? Est-ce que il y a pas un monde d'avant, un monde d'après? Pour rappeler les métriques, aujourd'hui, ce que tu peux faire sur October,
on parle de prêter à partir de 20 euros à des entreprises pour un particulier. Une entreprise peut emprunter entre 30 000 et 5 millions d'euros. Vous avez 800 sociétés qui sont financées à hauteur de 400 millions d'euros au total. Donc ça fait quand même, en effet, beaucoup d'argent. Il y a des secteurs sur lesquels vous étiez aussi assez présent. On parle de restauration, d'hôtellerie, mais pas que. Enfin, après, il y a plein de secteurs. Vous êtes sur tous les secteurs. Et aujourd'hui, évidemment, si je sais pas, je prends l'état de la restauration ou de l'hôtellerie, je me dis, moi, si hier j'ai prêté 20 000 euros à un hôtel, même si je me souviens que dans notre épisode, tu m'as dit, vaudrait mieux prêter 20 fois 1000 euros à 20 hôtels différents. J'avais bien retenu la leçon. Donc, je n'ai pas prêté 20 000 euros à un hôtel, mais si j'avais prêté 20 000 euros à un hôtel, je me sentirais un peu fébrile quand même, potentiellement. Alors, c'est vrai que c'est peut-être l'intérêt de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est qu'on a une super tour d'observation de l'économie. Alors, malgré nous, peu importe, mais on a une super tour de l'observation de l'économie parce qu'on a financé énormément d'entreprises dans énormément de secteurs, et pas simplement en France. Je pense que ce serait intéressant de regarder une petite comparaison de ce qui se passe en Europe, si tu veux, plus tard, parce qu'on a fait ça dans 5 pays. On est en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et autant c'était des pays qui se ressemblaient énormément avant la crise, autant c'est des pays où chaque jour je constate qu'ils se ressemblent de moins en moins. On pourra revenir là-dessus. Donc on a une super tour d'observation de l'économie. Bien évidemment, on a tous les secteurs d'activité. On a commencé à faire une classification des différents secteurs. On a classé ça en 3 catégories, notre portefeuille. Ceux qui sont immédiatement impactés, c'est typiquement ceux qui te sont venus en tête au tout démarrage, c'est-à-dire restaurant, hôtel, c'est fermé, voilà, donc c'est directement impacté. C'est 30% de notre portefeuille. Il y a ceux qui vont être impactés à terme, mais qui ne sont pas encore concrètement aujourd'hui, c'est 60% de nos sociétés. Puis il y a ceux qui ne sont pas du tout impactés, voire impactés positivement dans certains cas, c'est une dizaine de pourcents. On a financé des ambulances, on a financé des établissements pour personnes âgées, voilà, on a financé de tout, on a des pharmacies, voilà. Donc, ce serait plutôt dans cette troisième catégorie. Mais de toute façon, c'est un choc, on ne pourra pas se cacher derrière son petit doigt, c'est un choc qui est massif pour tout le monde. Et même aujourd'hui, quand vous êtes pharmacien, vous ne pouvez pas dire que vous êtes épargné par ce qui se passe, vous êtes touché d'une manière ou d'une autre, familialement, sur le plan de la santé, sur plein de choses. Donc, c'est une situation qui est catastrophique pour tout le monde, à des degrés divers. Mais je pense qu'il n'y a personne qui peut se dire, moi, c'est une super période et je suis super content. Ça n'existe pas néanmoins. Et le point aussi, alors c'est peut-être, tu as reçu, j'ai écouté avec intérêt beaucoup des épisodes précédents, tu as reçu beaucoup de gens qui évoluent, et je pense qu'il y en a pas mal parmi ceux qui nous écoutent, qui évoluent dans l'univers des startups. Et quelque part, l'univers des startups n'est pas le plus touché malgré tout. Bien sûr, on pense aux startups qui sont en train de lever de l'argent, qui devaient prochainement en lever, qui ont des trésoreries. Mais la réalité de la startup, quand même, c'est une société qui part plutôt avec du cash d'avance pour financer 1 an et demi, 2 ans de perte devant elle, en fait. C'est ça la réalité quand même des startups. Donc, couper son business pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, bien sûr, ça remet plein de choses en cause, mais c'est pas non plus forcément mortifère. Il y a aussi des grands groupes qui sont un peu moins touchés parce qu'ils sont très cash riches, donc ils ont des énormes trésoreries, eux aussi peuvent accepter d'avoir des chocs pareils. Bon, on a vu des groupes comme Chanel, Hermès et leur communication sur ces sujets-là. Mais le gros du business, c'est quand même les TPE, les PME, et il faut juste avoir un chiffre en tête, c'est 27 jours de cash d'avance en moyenne en Europe. 27 jours. C'est-à-dire que 27 jours, là, c'est pour ça qu'on sera peut-être un peu plus noir que certains de tes invités, parce qu'on voit vraiment cette détresse au quotidien des entrepreneurs qui font notre tissu économique de manière générale. Donc, quand tu dis 27 jours de cash d'avance, ça veut dire 27 jours s'il y a 0 activité et qu'on a les mêmes dépenses qu'avant. Exactement. D'où l'idée du gouvernement, et si je comprends bien aussi de ce que vous faites un peu chez October, de dire, attends, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en pause un certain nombre de paiements, donc éventuellement les charges, éventuellement l'URSSAF, éventuellement les impôts. Et si j'ai bien lu, vous avez aussi proposé à pas mal de vos emprunteurs de dire, on décale déjà tout de 3 mois parce que on sait que ça va être plus dur pour vous, c'est ça? Alors effectivement, dès le démarrage du confinement, on s'est dit ça va être très très compliqué. On a ce chiffre de 27 jours en tête. Il faut absolument,
on a globalement des entreprises qui sont en train de se noyer. Bien évidemment, c'est pour ça que tous les gouvernements essaient de se coordonner sur ce sujet-là. Quand tu as quelqu'un qui est en train de se noyer, ça ne sert à rien de lui appuyer sur la tête, à lui dire écoute, je veux l'exigence de mon échéance de prêt, il faut me rembourser à tout prix. Tu vas juste, en fait, en faisant ça, le mettre encore plus en difficulté, et puis de toute façon, à la fin, avoir ton espoir de récupérer de l'argent, vraiment devenir nul. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose de très simple, surtout pas administratif, c'est-à-dire qu'il faut faire un report automatique de toutes les échéances en capital pendant 3 mois. Il ne faut pas commencer à dire à chacun, vous devez me justifier ça. Les gars n'ont pas le temps, ils sont pris dans un tunnel, il y a le monde qui s'écroule, donc il faut simplement leur envoyer un mail en disant, écoutez, c'est très simple ce qu'on a fait, on gèle vos échéances en capital, on rallonge de 3 mois votre durée de prêt, et puis vous n'avez rien à faire, si ce n'est nous dire si vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez continuer à payer, ce que certains ont fait d'ailleurs, mais globalement, c'était ça le message. Là, ça a en revanche demandé une énorme logistique parce que pour pouvoir faire ça, il fallait bien sûr demander de l'avis de ceux qui prêtaient de l'argent et notamment nos prêteurs. Tu as parlé des particuliers, tu as tout à fait raison, mais il y a aussi beaucoup d'institutionnels, des assureurs, BPI, etc., qui prêtent sur la plateforme October. Donc là, on a organisé une espèce de vote géant c'est quand même 21 000 personnes qui ont été sondées en l'espace de 48 heures pour voir ce qu'elles en pensaient, si elles étaient d'accord avec notre politique ou pas d'accord. Là aussi, plutôt que prendre des décisions unilatérales, imposées ou mettre les gens devant le fait accompli, on pensait que c'était important d'avoir leur sentiment sur le sujet. Encore une fois, un effort de transparence dans la communication et dire voilà, on a un problème, voilà lequel il est, on va essayer de le résoudre ensemble. Là, il y a une première chose qui nous a fait vraiment très très chaud au cœur, c'est le taux de retour. C'est-à-dire, on a eu 99,42% des gens qui ont dit oui, franchement, c'est un score de pays communiste. Non, mais je veux dire, même les dictateurs. C'est pas 95 ou 90, 99, 42, c'est 42. Mais le plus beau, c'est le taux de participation. C'est-à-dire, si on avait fait ça avec un taux de participation tout petit, un président mal élu, on en entend souvent parler, là, on a un taux de participation en euros investis de 93%. Donc, c'est un vrai oui franc et massif. Et ça nous a fait franchement super plaisir parce qu'on a vu d'ailleurs de certains de nos prêteurs prendre la parole sur les réseaux sociaux pour dire écoutez, moi, je soutiens l'initiative, il faut vraiment y aller. Alors, on a eu ce mouvement. Tu confirmeras pas ce que je dis parce que ce sont de tes clients, mais moi, je peux le dire. Je pense que si tu es dans les 0,58% qui ont dit non, on peut officiellement considérer que t'es un gros con. Mais, tu vois, c'est à peu près, c'est quasiment statistique. Mais pardon. C'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Il n'y en a pas trop. Non, mais donc c'était vraiment. Franchement, ce mouvement de solidarité nous a touchés, mais il s'est pas arrêté là. C'est-à-dire qu'on a vu les gens, parce que quand il y a une crise comme ça, il y a 2 choses à faire pour moi. C'est protéger le passé, protéger tes actifs. C'est quoi tes actifs? C'est ton équipe et c'est tes clients. L'équipe, c'est assez évident, tout le monde l'a fait. Autant que possible, travailler en remote sur une société comme nous, effectivement, native, digitale. C'est très très simple de travailler en remote. Aujourd'hui, franchement, on s'organise exactement comme avant au bureau. D'ailleurs, on peut même remettre en question certains modes de travail passés, notamment les voyages que l'on faisait et leur utilité. Ça fonctionne très bien, hormis parfois quelques détresses morales d'être tout seul chez soi. Ça fonctionne bien. Protéger son équipe aussi, ça veut dire qu'on a fait du chômage partiel, ça veut dire aussi qu'on a fait des compléments de salaire pour pas qu'il y ait de perte de niveau de vie sur les équipes, ça nous semblait important. Puis ensuite, c'est protéger les clients. Protéger les clients, c'est quoi? On a 2 clients, il y a les prêteurs, les emprunteurs. Les emprunteurs, on les propose en gelant leurs prêts, mais on protège aussi les prêteurs en faisant ça, parce qu'on espère qu'on fait ça pour maximiser les chances qu'on a de retrouver ce cash. Mais une fois que tu as fait ça, ensuite, faut-il quand même continuer à faire fonctionner la machine. Et là, ce qu'on a vu aussi, c'est l'autre élan de solidarité, c'est-à-dire qu'on a mis la semaine qui a suivi le confinement, là, c'est la semaine du 16 mars, on a financé 9 PME, plus d'une par jour dans la semaine. Sur 5 jours, on a financé 9 PME et ça prêtait à un rythme de 2,5 prêteurs par seconde. Je ne sais pas si tu imagines, 2,5 prêteurs par seconde. C'est-à-dire c'est des gens à qui on venait d'expliquer qu'on allait geler leur remboursement, mais qui continuaient de prêter super activement. Donc là, voilà, si tu voulais mesurer le nombre de connards, pour reprendre ton expression, qu'on a parmi nos clients, il n'y en a pas beaucoup des connards. C'est fou parce que en effet, dans les questions que j'allais te poser, j'avais le souvenir que en tout cas post enregistrement, il y a je disais 1 an, mais c'était peut-être 1 an et demi. Dans nos échanges, j'avais compris que la difficulté pour des plateformes comme October et d'autres d'ailleurs, c'était plus de trouver des gens à qui prêter que de trouver des prêteurs.
Et en fait, je me disais peut-être qu'avec cette crise-là, la balance va d'un coup chavirer big time vers les gens qui ont besoin d'argent et que les gens qui prêtent. Enfin, on prédit beaucoup que dans les milieux d'investissement, les ventures capitalistes, les business angels, etc., l'argent va s'assécher d'un seul coup. Alors là, pour l'instant, c'est pas encore le cas, semble-t-il. Alors, ouais, j'ai deux commentaires sur ce sujet-là. Le premier commentaire, c'est côté prêteur. Le deuxième, c'est côté emprunteur. Côté prêteur, il y a bien sûr les particuliers, mais il y a les institutionnels. On a eu, parfois, il faut un peu de chance, et on en a eu beaucoup. C'est-à-dire que juste avant le confinement, on a bouclé une levée de fonds auprès de prêteurs institutionnels pour prêter sur la plateforme, en l'occurrence environ 140 millions d'euros. Ça, c'est une énorme chance. C'est-à-dire qu'on a eu 140 millions d'euros d'argent frais, c'est-à-dire que c'est comme si tu avais fait ton plein d'essence juste avant la pénurie, quoi. Donc ça, c'est vachement important. Ça veut dire que ce cash, on l'a, il est engagé et il va nous permettre de financer des PME dans les 18 prochains mois. Ça, c'est super important parce que même si le canal particulier venait à se tarir, on a ce canal institutionnel qui soutient. Donc ça nous permet toujours aujourd'hui d'avoir cette promesse de dire que vous avez besoin de 30 000 ou 5 millions d'euros en 48 heures, on est là, on peut répondre présent. Après, il y a la réponse côté emprunteur. La réponse côté emprunteur, elle varie énormément d'un pays à l'autre. C'est là où je te disais l'autre fois, je faisais ce constat général qui était vrai, il est un peu moins vrai aujourd'hui. Si je prends la situation de la France, je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience de l'état-providence dans lequel on vit et de l'état protecteur que l'on a. Je prends juste un exemple, mais aujourd'hui, il y a quand même en tête qu'une entreprise, une TPE, qui emprunte 100 000 euros pour survivre aujourd'hui. Est-ce que je peux te poser la question de la devinette? À ton avis, combien ça coûte pour une TPE d'emprunter 100 000 euros aujourd'hui sur un an? Quel va être le montant total des frais, des intérêts qu'elle va payer avec la garantie de l'État sur un an? 7 000 euros. Bon, 250 euros. 250 ah oui, euros. Alors là, tu parles pas d'emprunt, là, c'est juste la garantie, etc. Pas les taux, le taux d'intérêt et tout ça. Tout. Je parle de tout. Pour une raison toute simple, c'est que sur le prêt garanti par l'État, le taux est à 0%. Zéro. Alors, oui, okay. La difficulté qu'on a en tant qu'October, tu la comprends aujourd'hui. Je vais te faire une comparaison facile. Imagine qu'on soit un distributeur, un Carrefour ou un Leclerc. Imagine que l'État distribue la nourriture gratuitement dans la rue. Forcément, ça rend ton business un peu plus compliqué. J'ai un concurrent déloyal, oui, bien sûr. Pas déloyal, parce que honnêtement, c'est pour le bien de l'économie et je suis ravi que l'État vienne au secours de l'économie. Mais je vais te comparer ça à une autre situation qui sont les Pays-Bas et tu vas comprendre les difficultés que les ministres ont en ce moment à s'entendre au sein de l'Eurogroupe. Quand tu vas emprunter de l'argent aux Pays-Bas et que tu veux un prêt garanti par l'État, là où ça te coûte 0,2% du montant emprunté en France, ça te coûte 3,9% aux Pays-Bas. Et comme on a peur qu'il y a un effet d'antisélection aux Pays-Bas, quand je dis on, c'est le gouvernement a peur qu'il y ait un effet d'antisélection, il dit ok, je veux bien te prêter de l'argent, toi, pour sauver ta société, mais en plus, tu vas te porter caution personnelle à hauteur de 25% du montant du prêt. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Résultat, il n'y a pas grand monde qui se précipite au guichet, alors qu'en France, on a vu des chiffres massifs d'emprunts. Alors, c'est compliqué de les suivre parce qu'ils bougent vraiment tous les jours, mais on parle de dizaines de milliards d'euros qui ont déjà été attribués au tissu économique. Donc ça, franchement, oui, parce que on est d'accord qu'à 0,2%, en effet, le PGE, le prêt garanti par l'État, en fait, même si tu n'as pas besoin de l'argent, si tu peux l'avoir, tu le prends, en fait, finalement. Exactement, c'est sans garantie, tu prends l'argent si tu le prends. Et puis il faut voir qu'aux Pays-Bas, ce dont je t'ai pas encore parlé, c'est qu'en plus il y a des taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, ils sont pas à 0, ils sont plutôt aux alentours de 2, voire 4%. Donc bien évidemment, le besoin d'October est beaucoup plus fort aujourd'hui aux Pays-Bas qu'il ne l'est en France dans une situation très particulière. Mais ça, c'est assez important de le comprendre parce que après, tu comprends mieux quand les ministres de l'économie français et hollandais se parlent, pourquoi sur les Corona Bonds, pourquoi sur les fonds de sauvetage de l'Europe, ils sont pas forcément d'accord, ils n'ont pas la même vision des choses, et pourquoi tu as des telles différences culturelles, et c'est assez intéressant de voir que les équipes aussi ne comprennent pas forcément pourquoi on agit comme ça en France aujourd'hui. Et pourquoi, selon toi, les Hollandais, alors on pourrait se dire, ils défendent pas aussi massivement leur économie que nous? Ils sont moins exposés, ou c'est quoi ton interprétation? Alors, d'abord, il y a un phénomène culturel qui est très différent et qui ressort encore plus. Tu sais, la culture d'entreprise, moi, ce que je trouve ce qui est assez passionnant en ce moment, c'est que tu crées les cultures dans les moments difficiles. Tu les crées jamais dans les moments faciles parce que tu comprends pas ce que c'est. Dire la valeur transparence, c'est bien. Tout le monde le claim sur ses sites web et partout. C'est dans les moments difficiles que tu le vois. On avait parlé assez longuement quand j'étais venu la première fois sur ton podcast du premier cas de fraude qu'on avait eu sur October. On disait qu'on était transparent. Voilà, comment tu gères de manière transparente l'annonce d'une fraude?
Là, t'es mis à rude épreuve. En ce moment, franchement, on est tous en train de manger ce que disent les Anglais, notre humble pie, c'est-à-dire qu'on devient tous plus humbles quand même. On s'est tous pris des claques assez violentes, donc ça nous ramène tous là où on est vraiment. Et donc, dans ces moments-là, tu crées une culture. Mais tu vois aussi toutes les différences culturelles. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxièmement, effectivement, ils sont moins touchés et ils ont moins peur. D'ailleurs, j'avais une discussion ce matin, je faisais un point avec l'équipe aux Pays-Bas, qui était assez intéressant dans leur feedback. Je leur disais, tiens, c'est quand même compliqué. On parlait comme ça, social talk, on disait, qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances? Est-ce que les vacances, elles vont être prises? Est-ce qu'on va bouger? À mon avis, on va rester en France. Les Hollandais qui viennent d'habitude autant dans nos hôtels et nos campings, est-ce qu'ils vont venir ou pas? Eux, ils disent, mais bien sûr qu'on va venir. Il n'y a aucun problème, on va venir en France, on va venir en vacances, on a besoin de soleil, il n'y a aucune raison qu'on vienne pas. Mais tu vois, tu demandes à un Français aujourd'hui où il part en vacances, je pense qu'il va te dire qu'au mieux il va chez sa maman ou son papa ou dans sa résidence secondaire, mais il se projette pas de la même manière. Donc il y a aussi une manière de vivre la crise qui est très différente d'un pays à l'autre. Après, ça dépend où vivent tes parents, mais ça, c'est un autre sujet. Je reste dans les généralités. Il y a là-dessus, tu as parlé en effet de la Hollande, et après, moi, je voudrais aussi qu'on parle un peu de l'Italie où vous êtes présent, et puis des autres pays parce que c'est aussi assez intéressant. Du coup, en France, si je comprends bien, tu vas avoir une difficulté à prêter parce que tu as un gros concurrent qui est l'État. C'est une bonne ou une mauvaise chose, plutôt une bonne chose quand même dans l'absolu de soutenir, mais en effet, tu te retrouves quand même dans cette situation. Et en Italie, si j'ai bien lu la presse ces dernières semaines, vous avez carrément un peu dealé avec l'État pour apporter un certain nombre de garanties, c'est ça? Oui, en Italie, on a un deal qui est fantastique. Là aussi, on l'a soumis au vote des prêteurs pour pouvoir le mettre en place. C'est-à-dire qu'on a pris tout notre portefeuille italien de prêt, on a contacté nos emprunteurs, on a dit voilà, aujourd'hui, vous nous devez encore 100 euros. Ce qu'on vous propose, c'est de vous faire un nouveau prêt de 120, donc super au prêt que vous avez en cours, pour rembourser par anticipation ce que vous avez, mais vous aurez de toute façon un prêt supérieur, donc avec plus de cash. Donc ça nous permet de vous mettre plus de cash à disposition. Grâce à ça, on a pu faire deux choses. Un, c'est permettre de rembourser les investisseurs particuliers et les dérisquer sur l'Italie. Donc ils n'ont plus de risque italien, en tout cas pour toutes les entreprises qui ont accepté notre schéma. Et les investisseurs institutionnels qui reviennent pour prêter, pour faire ce nouveau prêt de 120 euros, eux sont garantis par l'État italien de manière gratuite et sur la quasi-totalité de leur capital. Et donc ça, c'est une fantastique nouvelle. Alors, quand tu as un deal qui est win-win-win, c'est-à-dire il y a les entreprises qui gagnent, il y a les institutionnels qui gagnent et les particuliers qui gagnent, qui peut être le perdant potentiellement? Bien sûr, il en faut toujours un dans un deal pour que à la fin, ça fasse un jeu à somme nulle. C'est potentiellement l'État italien qui prend ce risque-là. Mais là, nous, c'est un super deal et franchement, ça a été une très bonne réponse de l'État italien qui a permis de sécuriser l'ensemble du tissu économique et on était ravis de pouvoir en profiter. Donc c'est intéressant parce que finalement la petite différence qu'il y a avec la France, c'est de dire ok, on peut prêter massivement, on va garantir les gens qui prêtent. Mais c'est pas l'État qui prête en l'occurrence. Donc eux, ils vont juste se mettre en termes de cash disponible sur les défauts, quoi. Exactement, mais comme en France, hein, c'est pas l'État qui prête. Enfin, il y a la BPI qui prête, si tu considères la BPI, on fait le raccourci BPI État. Mais en France, c'est le même principe. Hein. Pour l'instant, la France, okay. L'État français ne paiera que les défauts, ce qui pourra, j'espère, être limité, mais potentiellement, c'est ça son unique risque. Et quand tu disais tout à l'heure qu'on voit des pays donc qui se ressemblent de moins en moins, en effet, là, on voit déjà sur 3 pays la différence. Vous êtes sur combien de pays aujourd'hui chez October ? On est sur 5 pays, donc ça nous donne une bonne tour d'observation. Puis on le voit aussi dans la réponse sur le chômage partiel. Hein. Ça, c'est un autre point. C'est quand même en France, en tout cas, il y a une volonté de limiter l'impact sur l'emploi de manière majeure. On a un chômage partiel qui a été très largement accordé, hein, au-delà même de ce qui avait été estimé initialement par le gouvernement. C'est une super moyen déjà de sécuriser 84% du salaire pour les salariés, voire plus si l'entreprise complète, comme on a décidé de le faire côté October. Donc ça, c'est une première bonne mesure, mais il faut voir qu'il y a des pays où rien n'a encore été mis en place, ou alors dans des conditions vraiment très mauvaises. Bien sûr, là, je parle même pas des États-Unis où on a tous vu ce gif animé là complètement terrifiant de la courbe du chômage, mais tu prends l'Espagne, c'est 900 000 personnes qui se sont retrouvées au chômage du jour au lendemain parce que le mécanisme d'activité partielle en Espagne est franchement assez indigent. Et là encore, en France, c'est opérationnel, ça marche. Dans beaucoup de pays, c'est discuté, mais c'est pas encore opérationnel.
Et là aussi, tu vois les différences d'approche. Sur les Pays-Bas, par exemple, tu peux avoir du chômage partiel, mais le montant de tes indemnités dépendra de ta perte de chiffre d'affaires effective. Donc là aussi, on voit le pragmatisme et l'alignement d'intérêts des Hollandais versus les Français, où en fait, peu importe que ton entreprise soit très touchée ou moyennement touchée, tout le monde a accès à la même protection. Donc c'est là aussi où on voit ces différences de réaction face à des événements majeurs. C'est hyper riche ce que tu dis, parce qu'en effet, ça permet de comprendre ces grosses différences que les ministres des économies et des finances avaient la semaine dernière sur la négociation. Mais alors je prends parti ni pour l'un ni pour l'autre là, j'ai pas assez de courage pour ça. Mais ce qui est assez intéressant quand même dans l'histoire, c'est que en fait, bien évidemment, de manière très politiquement incorrecte, il y a des gens qui profitent de la situation et des mécanismes actuels. Il y a des gens qui profitent du chômage partiel, il y a des gens qui profitent des prêts garantis par l'État alors qu'ils n'en ont pas besoin et qui se font de ressources. Il y a bien sûr, alors c'est pas parce qu'il y a quelques profiteurs on a pris une optique en France qui est de dire c'est pas grave, si ça sert 90% des gens et qu'il y a 10% de connards, pour reprendre ton expression, on sauve tout le monde. Les Hollandaises sont notamment mis dans une politique qui est très différente. Ils ont essayé de mettre en place des mécanismes qui évitent tout ce biais-là. Mais en revanche, pour ceux qui sont vraiment en difficulté, qui fonctionnent moins bien. Voilà. C'est deux philosophies qui sont assez différentes. Je fais un commentaire là-dessus, mais je le dis ouvertement, mais moi j'espère que ceux qui en profitent aujourd'hui, je trouve que c'est un crime, et j'espère qu'ils payeront très cher. Voilà, j'en entends par-ci par-là, et je veux pas être véhément, c'est pas ma ligne, et je suis pas comme ça, mais juste quand j'entends ça m'agace énormément parce que il y a des enfin, tu parles de profiteurs, mais des gens qui abusent un peu de ces choses-là, et ça nuit aux entrepreneurs en général, ça nuit aux patrons, à l'économie, à tout le monde, et je trouve que c'est vraiment très très moche. Donc voilà, si vous m'entendez. Oui, honnêtement, il y en aura plein, et je vais te décevoir, mais ils seront pas rattrapés. Parce qu'après, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est peut-être mon inquiétude. Là, on a vraiment parlé de aujourd'hui. Si on parle un peu de demain, 30 secondes, mon inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on tient l'économie, on va la tenir grâce à des prêts. Il y a un moment, par contre, il va falloir les rembourser, ces prêts. Ça va devenir une vraie difficulté. Et quand tu accumules de la dette comme ça, t'as pas forcément aujourd'hui, si je reprends mon exemple du restaurant ou de l'hôtel, tu peux aller avoir un prêt qui représente jusqu'à un quart de ton chiffre d'affaires. Comment tu fais pour rembourser ce quart de ton chiffre d'affaires avec une marge qui est une marge de quelqu'un qui vend des pâtes et des pizzas et qui était déjà pas ultra rentable avant peut-être, et qui avait déjà ses dettes existantes pour payer son fonds de commerce, ses aménagements. Donc, comment tu fais pour rembourser ça? Tu vas avoir un vrai problème. Est-ce qu'il va falloir effacer une partie de cette dette? C'est déjà un peu la réponse qu'a esquissé Emmanuel Macron dans son discours lundi soir, en disant pour les restaurateurs, les hôteliers, on va peut-être carrément, ce sera pas un report des charges sociales, c'est une simple annulation. Ça va peut-être être quelque chose. Mais jusqu'où tu vas dans ce point-là? Et pourquoi je suis un peu pessimiste, c'est que il y a toute une série d'entreprises où c'est plus simple un moment de dire, écoute, comme je pousse devant moi une boule de dette qui grossit, c'est peut-être plus simple de déposer les armes et de remonter un truc à côté sans dette. On le sait, il y a plein de secteurs d'activité où ta clientèle te suivra, il suffit juste de changer ton enseigne. Et ça s'appelle déjà, il y a un truc très connu dans le domaine qui s'appelle la fraude à la TVA, où les gens sont remboursés de la TVA, plantent la boîte et puis remontent la même boîte à côté. Bien évidemment, il va y avoir ce genre de phénomène. Et la crise donnant une grande justification économique à tout ça, ça va être très compliqué de tracer ceux qui l'ont fait de manière honnête et malhonnête. Donc si je suis 30 secondes un peu réaliste et pessimiste, je me dis, il va y avoir beaucoup d'abus. Et ils seront pas punis forcément. J'espère que désolé pour le côté négatif. Peut-être que je prends une position qui est totalement fausse, je l'espère, mais Non, mais voilà, mais en tout cas, je trouve que c'est criminel, et ce que je défends en tout cas en ce moment, c'est que les entrepreneurs doivent se bouger pour maintenir de l'emploi, faire un certain nombre de choses et pas faire ce genre de trucs qui nuisent à l'économie, à tout le monde. Sans avoir, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, même si a priori t'en as une un peu meilleure que la mienne, mais je sais pas. Non, mais il y avait peu de défauts sur. On a passé une période de quelques années qui était quand même très boule, comme disent nos amis anglo-saxons. Est-ce qu'on rentre dans un bear market? Est-ce qu'on risque d'avoir beaucoup plus de défauts
là comme ça, t'as envie de dire un peu dans je sais pas, dans la panique ou je sais pas, un peu oui. C'est quoi tes pressentiments là-dessus? Alors, j'ai envie de dire oui, et franchement, j'arriverai pas à justifier de dire non, il y aura moins de défauts que la situation d'avant. Franchement, j'arriverai pas à justifier l'antithèse. Donc pour moi, il y aura plus de défauts. Ma question, c'est que je suis incapable de le quantifier. Honnêtement, je jouerai même pas ce jeu-là. C'est impossible. Je peux faire une simulation de dire à combien va monter le taux de défaut sur October. Ça reviendrait en fait à prévoir le PIB des différents pays dans lesquels on est et comment ça fonctionne dans les 3 prochaines années. Incapable de le faire, ni de près ni de loin. Aujourd'hui, la seule chose que j'ai comme conviction, c'est pour avoir déjà traversé des crises en tant qu'entrepreneur, celle de 2001, celle de 2008 et puis maintenant cette troisième, c'est que dans ces situations-là, il y a 2 choses importantes. Un, c'est que tes clients, ils se rappellent comment tu t'es comporté dans la situation de crise, l'air de rien. C'est pour ça qu'on est ultra transparent dans la communication, qu'on partage nos difficultés, qu'on partage les raisons pour lesquelles on met les solutions en place. Ils ont le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord, bien évidemment. Mais l'essentiel, c'est qu'ils se rappellent qu'on a fait des choses en les expliquant et surtout d'où l'importance de la transparence et de la communication et d'où la raison pour laquelle j'ai aucun problème à venir parler et à expliquer nos difficultés, comment on essaie d'y faire face. Donc les clients se rappellent de ça. La deuxième chose qui est importante, c'est de ne jamais faillir le premier et le plus fort. C'est-à-dire que tu l'as vu beaucoup dans tous les gérants d'actifs, dans tous ceux qui gèrent de l'argent pendant la crise de 2008. Le premier qui faillit, il est montré du doigt et ça devient l'exemple du secteur. Tout le monde se rappelle de Lehman. Voilà, Lehman, c'est bien resté, alors qu'il y en a d'autres qui ont fait des choses pas terribles après, mais il fallait surtout pas être le premier. Et deuxièmement, bien sûr, tu as le droit de faillir quand tu es dans une situation exceptionnelle. On ne peut pas promettre un taux de défaut qui sera meilleur qu'avant, c'est impossible. On ne pourra pas tenir cette promesse-là. En revanche, il faut qu'on faillisse moins que nos confrères, moins que le reste de l'écosystème, pour qu'on se dise c'est quand même dans une situation, quand on est dans une situation merdique, c'est quand même plutôt au mieux être chez eux que être chez les autres. Et c'est pour ça que, par exemple, ce que l'on a fait sur le gel des emprunteurs de 3 mois, ce qu'on est en train de faire là, on vient de publier les 2 premiers dossiers, d'ailleurs, juste avant de commencer ce LinkedIn Live, les 2 premiers dossiers italiens qui ici de la garantie d'État. Ça, voilà, ça marquera les esprits. Ça va permettre de réduire le taux de défaut. Donc, on espère que quand on sera sorti de crise, bien sûr, il y a des clients qui seront fâchés contre nous, qu'on ait perdu de l'argent pour eux quand ils seront venus prêter, mais on espère surtout qu'il y en a qui vont se rappeler, comme on a essayé de gérer ça avec proactivité, qu'on ne compte pas nos efforts et que ça mérite donc de continuer parce qu'ils vont pas non plus tous arrêter d'investir post-crise. Je reviens là-dessus et je rebondis parce que je reviens sur cette valeur courage qui est avec laquelle j'ai introduit cet épisode. Tu sais, nous chez Causa Vostra, c'est une des choses qu'on a essayé de mettre en avant. Enfin, l'année dernière, on a travaillé sur nos valeurs et on cherchait, on se forçait, etc. Et puis à un moment, on s'est dit non, mais je crois qu'on a ça, tu vois. En fait, il faut regarder ce que t'as. Faut pas essayer de se projeter sur ce que tu voudrais avoir, mais voir ce que t'as. Et aujourd'hui, ce que je disais hier encore à mes équipes, c'est bien dire exactement ce que tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ce moment mettent beaucoup de monde en chômage partiel, alors que potentiellement ils pourraient aussi continuer à faire un certain nombre de choses et aider leurs clients, etc. Et ce que je le disais, c'est que ce qu'on construit en ce moment, ce que tu construis avec tes clients en ce moment, personne pourra te le prendre, quoi. Personne jamais pourra. Et je pense qu'en effet, c'est au milieu de la tempête que tu crées ces liens en interne aussi, et c'est hyper important. Hein. Je pense que chez October, il doit y avoir des choses très intéressantes. Et je voudrais venir là-dessus, mais avant de venir un peu sur comment t'as géré tout ça et tes équipes et le travail à distance, tu m'as dit que c'était pas forcément si compliqué, mais il y a le travail à distance et le travail confiné qui sont 2 choses aussi un peu différentes. Complètement. On parlait un petit peu de tout ce qui est défaut. Aujourd'hui, je suis désolé de revenir là-dessus, mais Aucun problème. alors moi, pour raconter l'histoire, hein, je suis venu vers toi il y a quelques mois avec un projet sur lequel j'avais besoin d'un complément en plus d'une banque et avec un associé qui se trouve avait quelques petites articles qui vous plaisaient pas, etc., etc. J'ai vu le process October, honnêtement, j'ai halluciné, mais vraiment halluciné. C'est-à-dire que je t'ai envoyé un mail, tu m'as renvoyé vers quelqu'un.
Et puis derrière, ça a fusé. Et en 3 jours, j'avais une probabilité que plus tôt ça s'engageait mal. Et puis 4 jours, c'était non. Mais en gros, l'engagement était dit dans 7 jours au plus tard, tu auras l'argent sur ton compte ou non, quoi. Et donc, on voit quand même très vite que, bien que ce soit toi le patron qui ait orienté quelqu'un, etc., tout de suite, tout a été bien fait. On m'a renvoyé les bonnes questions sur toutes les bonnes choses, ce qui aurait mis dans une banque traditionnelle, honnêtement, 6 semaines au moins, pour faire ça en 48 heures chez vous, et pour me dire un non. Et en fait, en effet, je repense à FinFrog, à un podcast que j'ai enregistré récemment, où que j'ai écouté, bien sûr. Que tu as écouté, mais qui est vraiment top, et où en fait on évoque le fait que quand on te dit un non rapide, poli et bien fait, finalement, voilà. Donc je me dis que vous avez quand même pardon, excuse-moi, mais ce truc, évidemment, j'ai réussi à le faire financer par quelqu'un d'autre, une banque plus traditionnelle qui m'a pas forcément posé les mêmes questions, qui a pas forcément, voilà. Bon, vous avez cet objectif de rapidité qui vous fait gagner choses. Heureusement qu'ils sont là aussi pour moi, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes quand même ultra vigilant. Est-ce que là, vous allez devoir resserrer encore plus cette vigilance? Est-ce que tu peux percevoir, parce que je veux dire, là, je parle souvent de Nassim Taleb, de ce Black Swan, le signe noir. Alors, il y a des débats. Hein. Des gens me disent, tu utilises trop ce truc-là, c'est pas vraiment un signe noir, ce coronavirus, alors que d'autres disent que oui. Bon, j'essaye d'inviter Nassim Taleb, j'y arrive pas encore. Mais l'idée, c'est ça, tu pouvais pas le prévoir. Une fois que c'est arrivé, est-ce que, je sais pas, vous avez des économistes, comment vous travaillez sur les scénarios possibles, sur vous dire attention, sur tel secteur ça va être très compliqué, on touche plus. C'est quoi les réactions chez October là-dessus? Alors, la manière dont on traite les dossiers aujourd'hui, d'abord, on les regarde dans l'absolu comme on les aurait regardés avant, et ensuite, on applique un filtre crédit spécial coronavirus, c'est-à-dire qu'on essaie de faire une analyse avec l'aide du dirigeant aussi, pour qu'il comprenne, qu'il nous aide à comprendre l'impact du coronavirus sur son business. Il y a malheureusement des business où tu vois que ton prêt ne suffit pas à retrouver la voie de la survie, en fait. Donc dans ce cas-là, c'est évident qu'il faut pas prêter, mais c'est une appréciation qui est pas forcément facile à faire, parce que là, ça demande de faire de l'économique fiction. Vu qu'on ne connaît pas encore la date de sortie du confinement, parler du 11 mai, mais bon, on verra. On ne sait surtout pas de la manière dont ça va s'appliquer progressivement. On ne connaît pas les comportements des consommateurs. On peut en discuter pendant des heures, c'est passionnant. Donc forcément, tu prends des options. Mais ceci dit, qui ne prend pas des options quand tu fais un prêt à quelqu'un et que tu paries sur son business? Mais on essaye quand même bien sûr de prendre en compte, c'est pas on essaye, c'est on prend en compte cet écosystème particulier qui nous amène mécaniquement à ne pas faire des dossiers qu'on aurait fait avant coronavirus. Et aujourd'hui, tu dialogues avec sur le côté garantie, peut-être avec les autorités françaises, j'imagine un peu. Bien sûr. Bien sûr, oui, on dialogue. Alors, ils sont à la fois présents et extrêmement sympas de nous répondre, mais en même temps, ils ont tellement de sujets sur le feu que là, c'est la guerre absolue. En plus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que alors nous, c'est peut-être là où on a quelque chose à jouer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les banques traditionnelles, distribuer le prêt dans un mode où les outils de travail ne sont pas conçus pour être en remote, c'est-à-dire qu'il y a des banques où pour émettre le contrat de prêt, tu dois être physiquement dans l'agence. C'est des révolutions technologiques qui sont monstrueuses. La manière, hier, je faisais un call avec un représentant d'une banque qui son VPN, il n'a pas le droit de se connecter plus de 4 heures en dehors de la banque. Comment tu fais pour faire des journées de 4 heures, t'en déconnecter? Enfin, t'as des vrais sujets techniques. Et voilà. Donc là, ils ont un énorme challenge technologique là où nous on l'a pas. Donc on pense aussi qu'on a une carte à jouer dans le futur. C'est une de nos voies. C'est-à-dire que cette crise, la transformation digitale va être mécaniquement accélérée par ce qui se passe aujourd'hui. Ça c'est une de mes convictions. Ça va accélérer cette transformation parce qu'on ne pourra plus travailler. Ça va populariser bien sûr le remote. C'est évident, même si travailler en remote et travailler en confiné, c'est encore deux choses différentes. Mais ça va changer beaucoup de choses, je pense, dans la manière de faire. Ça va nous donner 4-5 ans d'avance sur là où on aurait dû être dans 4-5 ans, surtout dans un univers plutôt conservateur qu'est l'univers financier.
Tu as vu ce petit, j'imagine, graphique qui peut passer, je crois qu'on me l'a envoyé sur WhatsApp ou je sais pas où, mais qui était comment c'est passé, enfin qui a initié la Je l'ai même transformation retweeté. digitale de votre entreprise, CEO, CTO ou Covid-19, et puis évidemment. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. La conclusion d'un call que j'ai eu hier avec un banquier, il me dit c'est à la fois votre meilleure opportunité, votre pire menace. Pire menace parce qu'aujourd'hui, quand tu veux faire un deal avec une banque, bah, tu as des budgets qui sont coupés comme tout le monde parce qu'elles perdent du chiffre d'affaires. Et donc, faire de l'investissement sur de la tech en ce moment, c'est pas le meilleur moment, mais votre meilleure opportunité parce que tout le monde comprend qu'il y a une nécessité impérieuse de se lancer dans une transformation tech. Dernier point avant de passer sur tes équipes rapidement, et puis après je vais te laisser retourner à tes occupations. On parlait de collecte tout à l'heure. J'en ai deux questions en fait. Il y en a une sur la collecte, c'est-à-dire est-ce que c'est toujours aussi, est-ce que les gens sont toujours aussi prêts à. Tu nous as donné un indice il y a un mois, mais est-ce que au bout de 4 semaines, les gens sont toujours aussi prêts à prêter? Et deuxième chose, tu parlais de l'Italie. Finalement, en ce moment, moi français, je peux prêter en Italie aussi. Oui, tout à fait. Donc j'ai presque intérêt plutôt. J'ai une forme de concurrence entre les pays où j'ai plus intérêt à me dire je vais regarder la Hollande, l'Italie, etc. quoi. Mais alors oui et non, parce que pour être précis, oui, tu peux prêter en Italie, mais les dossiers pour qu'ils aient la garantie de l'État, c'est un petit peu compliqué. Il faut qu'ils soient financés uniquement par les investisseurs institutionnels. C'est comme ça, c'est la loi. D'accord. Donc en tant que prêteur italien, tu peux pas bénéficier de la garantie, ce sont que les institutionnels. D'accord. Et après sur la question de la collecte, les gens sont toujours prêts à prêter aujourd'hui? Pour l'instant, oui, on verra dans la durée, mais pour l'instant, on n'a pas vu de fléchissement ou de changement dans les comportements économiques majeurs. Ok. Sur la gestion de tes équipes, donc tu disais que tu étais dans 5 pays, donc tu as déjà une habitude de travailler donc en remote. C'est vrai que récemment, au moment où tu lançais la Hollande, on se parlait pas mal. Tu me disais que tu étais souvent là-bas, que tu fais des voyages. Bon, finalement, vous faites déjà, j'imagine, des briefings, des choses en visio habituellement, mais il y a quand même un changement. C'est quoi la journée type, je veux dire, de CEO chez October aujourd'hui? Et qu'est-ce qui a changé Est-ce que tu as des petits tips de choses que tu as fait qui marchent bien? Alors, nous déjà, on a un triptyque d'outils qui fonctionne super bien, qui existait avant la crise, mais dont l'usage s'est juste renforcé post-crise. Nous, c'est le triptyque, c'est Zoom pour les conf calls, c'est Slack pour les échanges classiques, et c'est Notion, qui est un super outil pour tout ce qui est à la fois la gestion documentaire, production, partage, etc. Donc ces trois outils-là sont sursollicités effectivement, et d'ailleurs tu le vois parce que c'est intéressant, Slack t'envoie toujours tes stats d'usage en fin de semaine sur la première semaine de confinement, une explosion de l'usage de Slack. Donc tout ça fonctionne très très bien. Ce qu'on a changé par exemple, et finalement on va garder le format post-crise, c'est qu'avant on faisait une fois par mois un point avec l'équipe, un fireside chat, on appelle ça chez nous, c'est-à-dire que on s'adresse, Patrick Denonville, qui est le CEO, et moi, à l'ensemble des équipes. Et avant, on le faisait pays par pays en physique. Et donc, comme on voyage en permanence, sur un mois, on faisait un cool speech à Paris, à Madrid, à Milan, à Amsterdam, à Munich, etc. Là, bien évidemment, on fait des points plus fréquents, on le fait une fois par semaine, parce qu'on pense qu'il y a un besoin de surcommunication dans ces moments de crise. Alors, on va peut-être changer le rythme post-crise, on va rester plutôt sur un mensuel plutôt qu'un hebdo. Mais par contre, on le fait avec tout le monde et sur Zoom, et c'est un super format. En fait, d'abord, ça permet de vraiment avoir tout le monde le même message au même moment. L'interaction est tout à fait sympa. On fait à la fois un point CEO plus CEO à l'ensemble des équipes. On invite, on va le faire vendredi d'ailleurs, une personne de l'équipe en tant que guest VIP qui nous fait un point sur son activité en particulier, partagée avec tout le monde. Et puis ensuite, on prend les questions et le format, ça dure à peu près 1 heure. Ça, c'est une formule qui marche bien et qu'on va vraiment maintenant renforcer. On a aussi une conviction, c'est qu'on va faire moins de voyages. C'est-à-dire que je pense que on le voit aujourd'hui tous les matins, on veut lancer les journées quand même pour mettre du rythme, c'est-à-dire le matin entre 9h et 10h, il y a toute une série de calls par métier, le crédit, les sales, le marketing, la tech, chacun fait son lancement de sa journée ou de sa semaine et fait le point sur ce qu'ils vont faire.
Ça, on s'aperçoit que c'est extrêmement efficace aussi, et ça, on le fait au niveau à la fois local et pan-européen. C'est une habitude qu'on risque de garder et de faire un peu moins de voyages et garder les voyages uniquement pour du temps social. Parce que c'est évident aussi, il faut le reconnaître, c'est pourquoi tu communiques bien avec des gens via Slack, Zoom, etc. C'est parce que quand même tu les as déjà rencontrés dans la vraie vie et que tu les connais. Si tu les as jamais vus avant, c'est un peu compliqué. Faire de l'onboarding dans salarié à travers Zoom, c'est quand même pas très très simple. En revanche, avoir une discussion d'1 heure avec, je sais pas, le CEO de l'Allemagne à travers Zoom, je sais pas si ma conversation elle est moins intéressante que si je l'avais eu en face-to-face. En revanche, aller dîner avec lui un soir, comme on fait quand on va à Munich, ça, je trouve ça sympa. Donc voilà, on va sûrement voyager moins et faire plus de Zoom pour des confs. Et c'est souvent plus efficace, en l'occurrence Zoom que. Enfin, alors et après il y a, moi j'aime bien le small talk aussi, mais du coup. Oui, mais ça empêche pas de faire des small talk. C'est-à-dire que faut accepter aussi, surtout en ce moment, d'appeler peut-être pour pas dire grand-chose, si ce n'est maintenir en lien. C'est vrai que nous là, je vais en revanche quelque chose qui est très très dur, c'est qu'on a une équipe qui est assez jeune. Il y a pas mal de gens qui sont célibataires, donc seuls, dans un appartement qui est, quand tu es célibataire et tu démarres dans la vie active, pas toujours très confortable. Là, c'est très très dur pour le moral. J'avais une personne hier qui me disait, j'en ai ras-le-bol, je parle qu'à mon chat, j'en peux plus quoi. Et donc ça faut gérer ça aussi, mais c'est pas le remote, ça, c'est le confinement, c'est différent. Ouais, c'est le confinement, je suis d'accord, et ça c'est ma hantise, c'est de pas le déceler. C'est pas si simple parce que après là, on est sur quasiment du perso versus du pro, et donc même s'il y a une forme de responsabilité d'équipe et de vivre ensemble, je dois t'avouer que ça m'effraie un petit peu. Juste pour préciser, sur Zoom, c'est caméra on, hein, tout le monde. Caméra on, tout le monde, ouais. Et puis là, il y a même bataille. Il y en a qui, tu sais, on est dans une boîte un peu de techie, donc là, il y a bataille de caméra, Snapchat, filtre, bataille de background. Donc là, il y a des choses. Ouais. On a fait aussi un canal dans Slack spécial qui s'appelle Silly Situations, où on met tous les trucs à la con, et pour pas polluer les canaux classiques sur lesquels on va avoir des discussions sérieuses. Il y a un canal où tout le monde met toutes les conneries qu'il a envie de partager. C'est un sas de décompression et ça marche très bien. Nous, il s'appelle Random, oui. Mais en effet, tu as des chaussures d'ailleurs, Olivier, là, sur toi aujourd'hui? Alors moi, je suis en mode présentateur BFM TV, c'est-à-dire que j'ai un jogging et je suis pieds nus. J'avoue, tu m'as donné aucune question interdite, mais je te fais des vraies réponses. J'ai mis ma seule chemise de la semaine parce que je veux pas non plus, tu vois, le repassage, je retourne les t-shirts. Je t'avoue que j'ai pas beaucoup porté de chemise non plus. J'ai eu l'anniversaire de mon fils, je me suis dit je vais faire l'effort, mais c'est la deuxième fois depuis le début du confinement, voilà. Très bien. Et j'ai une question de Cédric Trémaud, avis d'Olivier et le tien sur prêt de banque ou autre pour création en ce moment de crise, jouable ou pas, compliqué. Création de boîte. À création de boîte, d'abord, je pense que très 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 compliqué. D'abord parce que quand tu crées une entreprise, alors je sais pas dans quel secteur l'auditeur l'a créé en particulier, mais c'est très compliqué d'avoir des moments de la création d'entreprise, sauf si tu reprends des business existants où tu as une visibilité sur ton chiffre d'affaires. Les banques, de toute façon, l'ont dit très clairement, le patron du Crédit Agricole l'a clamé encore plusieurs fois en disant ce n'est pas un outil de conquête, le prêt en ce moment, c'est un outil de sauvegarde de nos clients existants, donc c'est l'état d'esprit quand même de beaucoup de banques. Donc elles sont pas là pour faire des nouveaux clients en ce moment, elles sont vraiment là pour défendre leur portefeuille existant. Donc non, je pense que ça va être un sacré challenge s'il essaye, surtout considérant la volumétrie qu'elles ont à traiter. Ouais, je pense que si t'as des métriques immédiatement très 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 bons, je te parlais d'un cas tout à l'heure, mais encore c'est pas une création quoi, c'est une jeune entreprise. Mais en effet, je pense que il va y avoir des difficultés pour certains en effet. Alors sur le très early stage quoi, mais peut-être avec le friends and family plutôt quoi, mais avec une idée très très dédiée au temps présent quoi. J'ai Xavier Moelle qui me demande notre avis sur Notion. Donc tu me disais que tu l'utilisais tout à l'heure. Notion, moi j'ai pas encore. Enfin, on l'utilise sur différentes structures, notamment sur notre startup studio Padrino et sur TrackPay, mais j'ai pas encore mis complètement les mains dedans. J'ai toujours
Alors nous, on a surtout ça a été mené, un projet qui a été mené par notre directeur marketing. C'est lui qui a vraiment été derrière l'implémentation de Notion. Donc, il a fait un gros effort de thèse, de structuration intelligente de l'information avant, de formation aussi des uns et des autres. Moi, je suis grand fan de l'outil. J'adore l'ergonomie, c'est super efficace. Avant, on utilisait, comme on a une solution aussi Dropbox, on utilisait Paper de Dropbox, mais qui n'a rien à voir en termes de puissance avec Notion. Mais c'est le jour et la nuit, plus un autre outil qui était d'Altation, je crois, qui était vraiment, j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais qui était vraiment old school. Notion, grand fan, très utile pour partager les bases documentaires, pour créer des docs en commun. Enfin, franchement, ouais, je recommande. Mais encore une fois, c'est pas un outil à balancer tout de suite sur une équipe au sens large. Il faut vraiment le tester sur un petit périmètre, vraiment comme souvent d'ailleurs se poser les bonnes questions de comment faut apprendre à travailler avec, comment on organise l'info, parce que si vous laissez chacun commencer à créer ses propres répertoires, et là c'est la fête et ça ne ressemble plus à rien assez vite. Ok, on va suivre ça de près. Bon, on va finir bientôt sur les questions. Je vais te laisser après. Il y a juste Cédric Trémo qui demande est-ce que October finance les créations, mais je crois pas. Hein. Non. Nous faut avoir déjà un bilan arrêté. On faut financer une création encore une fois juste si c'est une cadre de reprise spécifiquement, mais si c'est une création pure et dure, non malheureusement. Ok, écoute, c'est top. Une toute dernière question à toi, en pro ou en perso, ou en pro et en perso. Est-ce que ce confinement te donne du temps de faire des choses que tu n'as pas le temps de faire habituellement, dans le positif, j'ai envie de dire? Du tout. Alors ça, vraiment pas. Je suis admiratif des gens qui ont le temps de faire du pain et du sport. Non, non franchement, là aussi encore, alors, les réseaux sociaux sont pas la vraie vie, mais je vois toute la journée des gens cuisiner des trucs incroyables. Je me dis waouh, comment font-ils? Non, j'ai lu un livre, c'est tout. Alors, j'essaie de m'occuper un peu de mes enfants, mais le week-end, la semaine, franchement, c'est un tunnel. Et même le week-end, enfin, lundi de Pâques a été entièrement bossé. Donc, on est tellement, d'abord, c'est un moment vachement sérieux. Alors, c'est peut-être mon côté polar, j'en sais rien, mais c'est un moment vachement sérieux. Non, T'as pas envie de le manquer, en fait. Et on est, enfin, les management d'October, on est concentré à 2000%, on est dans le jeu, on est sur la balle du matin au soir. D'ailleurs, je me demande même si je devais aller au bureau, comment je trouverais le temps d'aller au bureau, hormis ma sortie quotidienne d'1 heure. Tu vois, au début, je m'étais dit, je vais faire un footing tous les jours, je fais même pas mon footing tous les jours, quoi. Mais je te rejoins là-dessus. C'est vrai que et je tiens juste à le préciser parce que on sourit, je taquine, je tacle un peu, mais c'est un moment hyper sérieux. Au-delà même de la santé et du travail de beaucoup de populations impliquées directement sur cette crise, même pour nous, pour les responsabilités qu'on a et pour tout le monde, enfin voilà, on prend pas ça à la légère non plus. Je pense que tous les jours, ouais, il y a un truc. Quand tu es entrepreneur, tu te poses beaucoup de questions, quoi. Donc et d'ailleurs on incite. Alors nous dans les équipes, il y a du chômage partiel. Il y a des équipes très impactées par le chômage partiel, d'autres qui ne le sont pas du tout. Par exemple, tout ce qui est tech n'est pas du tout impacté par le chômage partiel. Ils bossent à fond, surtout qu'on a une release super importante qu'on voulait mettre publique fin avril. On va la retarder un petit peu, ça leur donne un peu de temps. C'est la bonne nouvelle, mais on va faire un vrai saut technologique, prochainement. Donc ils sont à fond. Mais même quand ils sont à fond comme ça, on leur demande de poser quelques journées parce qu'il faut aussi savoir rythmer et dans un temps normal, personne ne serait resté 2 mois à bosser à fond. Il faut se trouver des portes de respiration. Dit aux équipes, et je le fais pas moi-même, c'est pas forcément bien, je vais essayer de me forcer, mais le sujet c'est qu'il faut quand même trouver des temps pour souffler sur lequel tu te déconnectes et t'arrives à penser à toi et à faire du pain ou du yoga. Écoute, voilà, j'ai quelques questions, mais alors voilà, on me demande. Vas-y si tu veux. Que je t'ai dit, j'ai pas de jogging derrière. Je suis. Quelles sont vos priorités en matière de collecte maintenant tout de suite de la part de Myriam Mulsigné? De collecte au niveau des prêteurs, j'imagine, c'est ça la question. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais, alors si c'est ça la question, elle nous corrigera si c'était pas sa question. Aujourd'hui, encore une fois, on a une grande chance, c'est d'avoir fait le plein au niveau des investisseurs institutionnels, d'avoir levé cette nouvelle poche d'à peu près 140 millions d'euros. Donc on a du cash disponible là.
bien évidemment, aujourd'hui, on n'est pas dans un effort de conquête commerciale sur ce sujet-là, aller démarcher des nouveaux investisseurs institutionnels. On répond à ceux qu'on a déjà traités parce que, à l'inverse, je pense qu'il y a des moments où c'est pas forcément astucieux d'aller embêter les gens, et ceux-là en font partie. Puis de toute façon, on n'a pas une problématique urgente sur le sujet, donc on a cette chance-là. Et puis sur les particuliers, c'est de l'entretien régulier des relations, c'est les informer. Et puis là, ça vient au fil de l'eau. Voilà. Mais on n'est pas en conquête majeure là-dessus parce qu'on a la chance d'avoir résolu ce problème. Là, c'est vraiment purement de la chance avant l'entrée en confinement. Après, moi, je dois répondre à Raphaël Lebeau qui demande « Pardon, mais Mathieu Stéphanie, comment maintiens-tu cette coupe de cheveux impeccable en plein confinement ?» C'est marrant, pourquoi il me pose pas la question à moi? Ben voilà, c'est ça. Mais alors, je veux dire que j'ai pendant été longtemps rasé de près les cheveux jusqu'à il y a une petite dizaine d'années. Donc, je me coupais les cheveux tout seul. Donc, j'ai réussi à faire 90% tout seul. Et puis, ma femme m'a aidé sur les 10% avec brio. J'ai découvert un talent caché. Il y a une possible reconversion dans tout ça chez Lucie. Donc, voilà. Chez ma femme, j'ai des trous à l'arrière du crâne. Je suis content que les visios se fassent de face. Mais ce qui est très drôle, c'est que j'ai quand même un certain nombre de potes qui finissent avec des coupes un peu limite. Très bien. Écoute, je te remercie 1000 fois, Olivier. C'est toujours merci à toi plaisir. pour l'invitation, avec plaisir. Et j'ai un gros concern, j'ai un gros problème avec toi, c'est que je sais que tu écoutes normalement les podcasts le week-end en voiture avec tes enfants et voilà. Et là, je perds 3 auditeurs d'un coup. Tu réussis quand même à trouver. Alors je t'écoute quand je fais ma promenade. Voilà, c'est dans mon heure de sortie que je t'écoute. Donc non, t'inquiète pas, il y a des habitudes qui restent. Bon, t'embrasseras quand même tes enfants parce qu'eux, ils doivent plus m'écouter. Non, alors pour le coup, je te confirme qu'ils t'écoutent plus. Bah, tu les salues et je te remercie. Raccroche pas tout de suite, juste je finis un petit mot. Et sur Zencastr, il doit y avoir un upload qui va se faire parce que ce LinkedIn Live sera... donc vous pouvez merci à tous pour les questions et la présence. Merci Olivier. Ce LinkedIn Live sera donc disponible en podcast aussi sur Génération Do It Yourself. Donc pour ceux qui nous écoutent en podcast, je vous invite à me suivre sur LinkedIn pour être certain que vous ne loupiez pas le prochain live. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de Génération Do It Yourself que j'écris moi-même presque, pas toujours, tout le temps, mais souvent, de plus en plus en ce moment. En tout cas, c'est un des trucs sur lesquels je trouve le temps en ce moment, un peu le samedi généralement. Et donc c'est gdiy.fr/mail. Et puis pour ceux qui regardent le live, n'oubliez pas aussi de vous abonner à Génération Do It Yourself en podcast. Je crois que c'est aussi disponible. Il y a beaucoup de gens qui le regardent sur Facebook, j'ai l'impression. On va voir un peu où est-ce qu'on peut le diffuser après sur YouTube, un peu partout. La priorité étant de tester la fonctionnalité live de LinkedIn. Voilà, je vous remercie à tous. Je voudrais remercier Raphaël, Myriam, j'oublie les autres, je cherche sur mes notes, mais Simon Davlat qui est passé par là aussi. J'espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les personnes qui ont posé des questions. La prochaine fois, on essaiera d'être encore meilleur là-dessus. Moi, je suis très monotage, donc c'est difficile de voir, écouter Olivier et en plus lire les questions à tous. Et puis, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous dis merci à tous. Merci Olivier. Et puis, à bientôt. Excellente journée. Et prenez soin. Sur Génération Do It Yourself, on essaiera d'en faire une la semaine prochaine, peut-être si on y arrive. J'essaye d'avoir notre ami Bruno Le Maire. Voilà, je vais essayer de me faire pistonner par Olivier. Voilà. À bientôt et fin du live alors. Salut tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous pensez qu'il pourrait intéresser un de vos proches, je compte sur vous pour lui partager. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Génération Do It Yourself sur gdiy.fr et d'aller regarder ce que font mes sponsors qui me font l'honneur de m'accompagner en temps de crise. Allez, on continue à se battre.